de l'actualité ce 18 juillet 2020, crise politique au Mali. Le célèbre chanteur Salif Keïta est solidaire des victimes de la répression policière lors des manifestations. Rose Christiane Osuka-Raponda, la nouvelle première ministre du Gabon, a dévoilé ce vendredi son nouveau gouvernement dans lequel elle fait la part belle aux femmes. Enfin, Zinzi Mandela, la plus jeune fille du premier président noir sud-africain Nelson Mandela, décédée cette semaine, a été enterrée ce vendredi à Johannesburg. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Au Mali, les leaders de la contestation n'exigent pas, mais sollicitent l'accompagnement de la communauté internationale pour obtenir la démission du président, tenu pour responsable de tous les maux du pays, dont l'effusion de sang de la semaine passée. Dans une note sur la sortie de crise lue devant la presse, il demande également la dissolution du Parlement et l'ouverture d'enquêtes pour identifier et juger les responsables de ces morts. Le mouvement qui mène la contestation contre le pouvoir au Mali a persisté ce vendredi à réclamer la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ceci en pleine mission africaine de médiation pour éviter une nouvelle effusion de sang. Nous avons dit à la CEDEAO que nous ne souhaiterions pas que le peuple malien, à l'issue de tous ces processus, ait le sentiment que la CEDEAO a comme seul objectif de maintenir un président au pouvoir contre son peuple. La CEDEAO ne doit pas être un instrument de protection des chefs d'État, elle doit être un instrument au service des intérêts du peuple. C'est ce que nous leur avons dit. Pour le reste, nous sommes ouverts. Le M5 RFP sollicite l'accompagnement de la communauté internationale et des amis du peuple malien pour obtenir 1. La démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta des fonctions de président de la République avec son régime. 2. La dissolution de l'Assemblée nationale. 3. L'effectivité de la fin de mandat des membres de la Cour constitutionnelle. Figure éminente de l'opposition malienne, l'imam Mahmoud Dicko espère que les discussions avec les médiateurs régionaux qui tentent de faire la paix entre les manifestants et le président Ibrahim Boubacar Keïta permettront de redonner au Mali sa grandeur. On s'est vraiment parlé en frères et en africains. Et espoir que, Inch'Allah, quelque chose va sortir de cela qui va redonner encore au Mali sa grandeur. L'ancien président nigérian Goodluck Ebele Jonathan et la délégation arrivée avec lui mercredi dernier au nom de la communauté des États ouest-africains CEDEAO ont continué à enchaîner les rencontres avec les acteurs de la crise, dont le président Ibrahim Boubacar Keïta et l'imam Mahmoud Dicko, sorte d'autorité supérieure de la contestation. À la mosquée de Badalabougou, épicentre de la contestation antigouvernementale de ces derniers jours au Mali, le célèbre chanteur Salif Keïta a assisté à la prière et au prêche donné par l'imam Dicko, la figure centrale du mouvement qui demande le départ du président Keïta. On le suit. C'est que j'ai le sentiment que le pays commence à retrouver son unité et que c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Et nous sommes toujours là pour ce pays parce qu'on n'a que ce pays. Personne ne quittera à l'extérieur pour venir faire ce pays. Et ce pays nous appartient, et il appartient à Dieu. Et c'est ça, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, pour prier pour les gens qui ont perdu leur vie pour la nation. N'acceptez jamais qu'on hypothèque votre vie pour quelqu'un d'autre. Jamais. Au lendemain de sa nomination, la nouvelle première ministre du Gabon, Rose Christiane Osuka-Raponda, a dévoilé ce vendredi son nouveau gouvernement. Elle y fait la part belle aux femmes. Première femme nommée à la tête du gouvernement gabonais, Rose Christiane Osuka-Raponda n'a pas attendu longtemps pour former son gouvernement. Même si la plupart des portefeuilles ministériels restent inchangés, elle a fait la part belle aux femmes dans son équipe, dont la principale mission sera de relancer l'économie du pays, très fragilisée par la pandémie de coronavirus. C'est en effet l'un des gouvernements les plus féminins de l'histoire du Gabon. Sur un total de 33 ministres,
y compris le chef du gouvernement, il y a 11 femmes et 22 hommes. Le premier et le numéro 2 de l'équipe sont des femmes. Le gouvernement reste contrôlé par le parti au pouvoir et ses alliés. Les proches du chef de l'État conservent leur poste clé. Lambert Noël Mata reste au ministère de l'Intérieur. Le pétrole est toujours entre les mains de Vincent de Paul Massaka. Michael Moussa Adamo, ambassadeur du Gabon aux États-Unis, est appelé au ministère de la Défense. Il est parmi les principaux entrants. Pacome Mouboulé Boubeya regagne le ministère des Affaires étrangères où il remplace Alain-Claude Billy Binze, un autre proche d'Ali Bongo muté au ministère de l'Énergie. Figure de l'opposition, Jean de Dieu Moukani Iwangu, qui était au ministère de l'Enseignement supérieur, est écarté, tout comme Mas Limoukou, qui cède le ministère de la Santé à Guy Patrick Obiangandong, très remarqué au plus fort de la pandémie du coronavirus. Allons cette fois-ci en Tunisie où des centaines de manifestants ont forcé sans violence ce jeudi l'entrée du site d'El Kamour, un site de production pétrolière situé dans le sud du pays. Objectif, réclamer des emplois et des investissements dans cette localité. Cette manifestation est survenue au lendemain de la démission du gouvernement d'Eliès Fakfak, fragilisé par une affaire de conflit d'intérêts. Les protestataires mobilisés depuis des semaines dans le sud largement marginalisé de la Tunisie ont pénétré jeudi dans le site d'El Kamour, un site de production pétrolière. Après des semaines de sit-in à Tataouine, grande ville du sud-est, quelques dizaines de manifestants campaient depuis le 9 juillet à proximité du site d'El Kamour, à plus de 2 heures de route de Tataouine, en plein désert. Ils ont été rejoints jeudi par d'autres groupes. Les manifestants réclament notamment l'application d'un accord conclu après la mobilisation émaillée de heurts en 2017 et qui prévoyait d'embaucher des milliers de chômeurs et de créer un fonds d'investissement pour leur région. Ces manifestations se sont intensifiées au lendemain de la démission du gouvernement du Premier ministre Eliès Fakfak, fragilisé par une affaire de conflit d'intérêts et poussé vers la sortie par le parti d'inspiration islamiste Ennahda. Les manifestants ont fait reculer les forces militaires déployées sur le site pétrolier sans faire usage de la force. D'importants renforts avaient été envoyés sur place, y compris un hélicoptère. Il faut dire que la production de pétrole tunisienne est modeste, avec 38 000 à 40 000 barils par jour en moyenne, dont 55% environ est extraite dans cette région de Tataouine. Zinzi Mandela, décédée cette semaine, a été enterrée ce vendredi à Johannesburg. La plus jeune fille du premier président noir sud-africain Nelson Mandela est morte après avoir contracté la Covid-19, selon sa famille. Zinzi Mandela était la plus jeune fille de Nelson Mandela et de Winnie Madikizela Mandela. Elle a été enterrée aux côtés de sa mère vendredi dans un cimetière de Johannesburg. Zondoa Mandela, fils de la défunte, a révélé que sa mère, alors âgée de 59 ans, avait été testée positive au nouveau coronavirus. Dans une oraison funèbre, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a remercié la famille Mandela pour avoir fait ce geste très important de partager avec la nation cette information. En effet, l'Afrique du Sud est le pays du continent le plus touché par la pandémie de Covid-19 avec plus de 324 000 cas confirmés, dont 4 669 décès. Quand son demi-frère Magato Mandela était décédé du sida en 2005, Nelson Mandela avait lui-même officiellement dévoilé la cause du décès de son fils, participant ainsi à lever le tabou sur cette maladie qui faisait des ravages en Afrique du Sud. Zinzi Mandela avait été élevé par sa mère en l'absence de son père, emprisonné pendant 27 ans pour son rôle clé dans la lutte contre le régime de l'apartheid. Elle a elle-même participé au mouvement de libération. Pour finir cette édition, le Parlement taïwanais s'est transformé en théâtre de bagarre ce vendredi. Un débat où le s'est mal terminé pour la 3e fois en 15 jours. Certains députés sont même allés jusqu'à lancer des bombes à eau sur leurs opposants.
Les députés taïwanais sont connus pour se lancer parfois physiquement dans les débats et les bagarres ont particulièrement repris ces 2 dernières semaines autour de la nomination du futur chef de l'agence chargée de contrôler les différents organes du gouvernement. On a pu ainsi voir un député du parti au pouvoir envoyer un coup de poing à un collègue de l'opposition. Et un peu plus tard, des députés du KMT ont commencé à attaquer ceux du DPP à coups de bombes à eau, les forçant à se protéger avec des imperméables en plastique et de grands panneaux en carton. En effet, le DPP proposait pour le poste en question Chen Chu, 70 ans, connu pour ses combats en faveur des droits de l'homme et ayant été emprisonné pendant 6 ans du temps de la dictature de Kuomintang. Le DPP ayant la majorité au Parlement, sa nomination a finalement été entérinée en dépit des bagarres. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.